Bonjour et bienvenue à la section 8.2 où nous parlerons des relations entre l'écologie et les débits. Les organismes des rivières et des cours d'eau dont nous avons parlé dans le dernier cours sont finement adaptés à la vie dans les eaux courantes ainsi qu'à la variabilité spatiale et temporelle des régimes d'écoulement. Comme nous l'avons vu dans les unités précédentes, la variabilité du débit crée des habitats qui sont plus ou moins adaptés à des espèces spécifiques et de nombreux organismes dépendent également du changement saisonnier, annuel et interannuel des niveaux de débit à différents moments de leur cycle de vie. Il est temps d'examiner plus en détail ces relations entre les débits et l'écologie. J'aimerais d'abord faire une simple illustration visuelle de ce dont nous parlons. Le graphique superposé à la photo est une courbe de durée de débit et indique le pourcentage de temps au cours de l'année où les niveaux de débit spécifiques sont dépassés. La forme de la courbe montre que les débits les plus faibles sont dépassés pendant la majeure partie de l'année, tandis que les débits les plus élevés ne sont dépassés que pendant de brèves périodes. La condition de débit sur la photo correspond au début de base de la saison sèche. À ce moment, l'eau est confinée dans le lit mineur du cours d'eau. Le débit est peu profond, se déplace lentement et la largeur mouillée est minimale. Il n'y a pas beaucoup d'habitats disponibles, mais les espèces adaptées auront développé des mécanismes d'adaptation pour survivre aux périodes de faible débit. Des débits plus élevés pendant la saison des pluies inonderont la végétation herbacée à côté du lit du cours d'eau et fourniront un nouvel habitat aux organismes du cours d'eau pour se nourrir et se cacher. Les débits des rivières commenceront probablement aussi à s'infiltrer dans les berges pendant cette saison, rechargeant les eaux souterraines. Pendant les inondations, l'eau remonte le long des berges et inonde les végétations riveraines plus importantes, y compris les arbres. Cela peut déclencher des réactions écologiques de la part des arbres et peut également rajeunir les caractéristiques géomorphologiques dans le canal dont ont besoin les plantes et les animaux à des niveaux de débit plus faibles. Les éléphants sur la photo illustrent la façon particulière dont les niveaux terrestres des couloirs fluviaux. Les éléphants sur la photo illustrent la façon particulière dont les animaux terrestres utilisent des couloirs fluviaux pour se nourrir, s'abreuver et à d'autres fins comme s'abriter des prédateurs. Êtes-vous capable d'imaginer les changements dans votre esprit? Sinon, considérez cette illustration de l'étape des cours d'eau pendant la saison des pluies et cette illustration de l'état des cours d'eau pendant la saison des inondations. Ces grandes inondations sont peu fréquentes et de courte durée, mais leur influence est importante. J'aimerais organiser ce cours autour de 4 principes directeurs formulés par Stuart Burn et Angela Huffington de l'Université Griffith en Australie. Ils ont formulé ces principes pour illustrer comment la modification des régimes des écoulements affecte la biodiversité aquatique dans les cours d'eau et les rivières. Ils illustrent donc également les relations clés entre l'écoulement et les processus écologiques. La courbe sur la diapositive montre l'augmentation et la diminution du débit de la rivière sur une période donnée. Les lignes noires tracent la moyenne à long terme et les lignes en pointillés reflètent la variabilité naturelle autour de cette moyenne. Le principe 1 considère l'importance de la fourchette des débits élevés et faibles comme un déterminant majeur de l'éventail des habitats physiques possibles dans les cours d'eau et de la biodiversité et de la composition biotique qui en résulte. Les débits extrêmes déterminent également la forme, la taille des cours d'eau, la complexité des habitats et le régime de perturbation. Le principe 2 tient compte de nombreuses façons dont les cycles biologiques des organismes aquatiques et riverains sont adaptés au régime d'écoulement naturel. Le moment, l'ampleur, la fréquence et la durée d'un débit donné
influencent les stratégies de croissance et des changements de débit servent souvent d'indices pour le début ou la fin des étapes du cycle de vie d'un organisme. Les taux de changement de débit exercent également une forte influence, notamment en ce qui concerne le taux de croissance nécessaire des plantes et des animaux aquatiques. Le principe 3 considère l'importance des débits pour maintenir la connectivité latérale et longitudinale dans les couloirs fluviaux. Ceci est particulièrement important pour les organismes qui migrent au cours de leur cycle de vie, soit en amont et en aval, soit vers les plaines inondables adjacentes. L'inondation de la végétation riveraine et des plaines inondables stimule également les échanges des matières organiques et l'énergie qu'elles stockent, comme nous l'avons vu dans le dernier cours. Le principe 4 considère que les modifications des régimes d'écoulement naturel avantagent souvent les espèces envahissantes, leur permettant de surpasser les espèces indigènes qui sont désavantagées par les modifications des habitats, les pertes de connectivité et les perturbations des cycles annuels de variabilité de débit. Nous allons maintenant examiner chacun de ces principes en commençant par le principe 1. La variabilité du débit en termes d'ampleur, de fréquence, de durée et de taux de changement influence les substrats disponibles pour les espèces végétales et le niveau de perturbation que les espèces doivent pouvoir tolérer. La photo de gauche montre la rivière Gift dans les Alpes françaises. Il s'agit d'une rivière de montagne avec un régime de perturbation élevé causé par des niveaux d'écoulement et des inondations qui changent rapidement. En conséquence, la rivière est bordée d'arbustes de saule qui sont adaptés à la colonisation de barres fluviales à gros grains, pauvres en nutriments et qui sont capables de se régénérer rapidement après des perturbations. En revanche, dans la réserve de Pacaya Samiria, en Amazonie péruvienne, où les débits sont plus riches en nutriments et plus stables, de grands tapis de macrophytes se développent au bord du fleuve. Ces plantes ont besoin de substrats fins plus riches en nutriments. En cas d'inondation, ces tapis peuvent être déracinés et emportés en aval. Le débit influence aussi fortement la disponibilité des habitats pour les autres producteurs primaires, comme nous l'avons appris dans le cours précédent. La composition et la répartition des producteurs primaires dans le système influencent la composition et la structure des communautés et des niveaux trophiques supérieurs. Nous avons appris que les organismes montrent des préférences pour les habitats définis par des facteurs tels que la vitesse, la profondeur et la taille des grains du substrat. Les résultats présentés dans le graphique à bas en donnent un exemple pour deux espèces éphémères différentes. L'abondance relative des deux espèces est représentée sur l'axe des Y en fonction de la vitesse d'écoulement qui est représentée sur l'axe des X. L'abondance est également représentée en fonction de la taille des grains du substrat à gauche et de la profondeur à droite. Les différentes plages de valeur pour ces variables sont indiquées par l'ombrage des barres. Neusa-Mellutus montre une nette préférence pour des vitesses plus faibles et des tailles de substrat plus importantes, mais pas pour les profondeurs. Le Deleatindium, en revanche, montre une légère préférence pour les substrats de taille intermédiaire et aucune préférence claire pour la vitesse de la profondeur. On peut donc considérer qu'il est moins sensible aux variations de ces variables, alors que Neusa-Mellutus est plus sensible à ces variations. Les poissons occupent les niveaux trophiques supérieurs, donc en plus de répondre à la disponibilité des habitats pour leurs propres besoins directs, leur vitalité est influencée par la disponibilité des habitats pour les autres espèces dont ils dépendent. Par exemple, la truite a besoin d'une bonne couverture des cours d'eau pour moduler la température et fournir une litière aux insectes dont elle se nourrit. Pour cela, il faut satisfaire les besoins en débit des habitats pour la végétation riveraine
que nous avons examinées dans la 5e diapositive et pour les insectes que nous avons examinés dans la diapositive précédente qui est la diapositive 6. En outre, la truite dépend de la présence de gros débris ligneux pour se cacher et comme habitat pour les insectes et leur source de nourriture. Au moment des frais, les truites ont besoin d'un substrat de taille d'un gravier et d'un galet pour pouvoir pondre leurs œufs. Cette zone doit également avoir des vitesses d'écoulement suffisantes pour que l'eau qui coule sur les œufs reste bien oxygénée. La vitesse nécessaire, selon un certain nombre d'études, vont de 0,2 à 0,5 mètres par seconde. Pour les espèces migratrices, il est important d'avoir une profondeur d'eau suffisante pour se déplacer en amont ou en aval. Passons au principe 2, qui se concentre sur les composants de débit qui influencent les stratégies du cycle de vie des espèces. Pour les poissons, le frais peut être déclenché par des conditions de débit très différentes en fonction des modèles de cycle de vie des espèces individuelles. Les perlans australiens, par exemple, frais pendant les périodes de faible débit stable avant les inondations estivales. En comparaison, la sauvagesse de Colorado et le poisson jaune frais après les débits de pointe des crues, ce qui génère des bancs de gravier où convergent les poissons qui fraient et envoie également à tous les poissons de la rivière un signal indiquant que le moment de frais est venu. Le poisson jaune a également réagi positivement aux inondations artificielles provoquées par le barrage Oliphant River d'Afrique du Sud dans le cadre de la libération des débits environnementaux. Dans chacun des cas, ainsi que dans celui de la truite et du saumon, la température de l'eau est une variable tout aussi importante pour déclencher la fraie. Les peupliers et les saules de la vallée de la rivière San Joaquin en Californie aux États-Unis synchronisent la libération de leurs graines avec l'inondation estivale annuelle. Comme le montre la figure, la libération des graines atteint son maximum dans les semaines qui suivent les inondations lorsque les barres de sable fraîchement créées sont exposées et que l'humidité est abondante. Ce processus est plus sensible dans le cas des peupliers qui nécessitent une combinaison de conditions qui ne se produisent qu'une fois tous les 5 ans environ. Lorsque les conditions de substrat et d'humidité sont bonnes, les graines fraîchement tombées germent dans les 24 heures, mais la croissance des racines est lente, de sorte que le substrat doit rester humide pendant 1 à 3 semaines après la germination pour que les semis s'établissent. Les jeunes arbres restent sensibles aux sécheresses si la nappe phréatique descend en dessous de la profondeur de leurs racines. Le principe 3 traite de l'importance des influences de débit sur la connectivité longitudinale et latérale des systèmes fluviaux. En commençant par la connectivité longitudinale, il existe de nombreux exemples remarquables de migration de poissons sur de longues distances. Le plus connu d'entre eux est certainement la migration des saumons de la mer vers les rivières du monde entier. Dans le système fluvial de l'Amazonie, un certain nombre de poissons-chats migrent sur de grandes distances, parfois plus de 4000 km. Ces poissons-chats migrent de l'estuaire de l'Amazonie, qui est leur zone nourricière, vers les contreforts des Andes où ils fraient. Cette migration se fait au fil des ans et les larves sont ensuite rejetées dans l'estuaire au cours des semaines. De nombreux autres types de poissons migrent entre les canaux des rivières et les plaines inondables dans le cadre de leur cycle de vie. Le déclenchement régulier des inondations augmente considérablement la disponibilité des habitats, offrant des ressources abondantes et une couverture prospective pour les larves et les juvéniles de poissons. L'image sur la diapositive
montre les canaux interconnectés des forêts inondées dans les lacs et les plaines inondables du bassin central de l'Amazonie au Brésil. Il s'agit d'un système extraordinaire, avec l'inondation de plus de 250 000 km² de forêts de plaines inondables chaque année. Une espèce qui profite de cet habitat nouvellement créé est le tambaqui, un poisson qui fraie dans le canal du fleuve sur le rivage boisé ou des levées herbacées, mais qui a besoin d'un haut niveau de connectivité latérale pour accéder à tous les habitats et ressources nécessaires pour compléter son cycle de vie. Il s'agit principalement d'un poisson frugivore qui se nourrit en grande variété de fruits tombés des arbres des plaines inondables. Le principe 4 nous propulse clairement dans les sujets de régime d'écoulement modifié qui compromettent les espèces indigènes et favorisent les espèces exotiques. Comme nous l'avons vu dans les cours d'eau jusqu'à présent, les espèces indigènes sont adaptées à la variabilité naturelle de leur rivière d'origine, y compris au régime des perturbations naturelles. Cela leur donne un avantage par rapport aux espèces exotiques qui, elles, cherchent à envahir les cours d'eau. Mais lorsque les régimes d'écoulement sont modifiés, ces avantages sont perdus ou diminués. Un exemple instructif de ce cas est celui du tamaris dans le bassin du fleuve Colorado aux États-Unis. Le tamaris est une espèce exotique qui envahit une grande partie du fleuve Colorado depuis que le fleuve a été régulé et que le régime des inondations annuelles régulier est perdu. Les fourrés denses de tamaris se sont établis sur les rives des rivières qui auparavant étaient régulièrement affouillées par les inondations, maintenant capturées derrière les grands barrages. Ces fourrés empêchent l'établissement de la végétation indigène et altèrent de nombreux autres processus naturels du système pluvial qui utilisent également de grandes quantités d'eau, ce qui réduit la disponibilité de l'eau pour les zones en aval qui subissent un stress hydrique. Il y a eu des lâchers expérimentaux limités d'inondations provenant des grands réservoirs pour réduire le tamaris et restaurer d'autres processus écologiques. Mais le programme le plus vaste de lutte contre le tamaris implique l'introduction du collecteur du tamaris de Razi qui se nourrit de plantes. Ce collecteur se propage maintenant très rapidement. Nous avons surtout examiné les relations entre l'écologie du débit et les espèces individuelles dans ce cours, mais elles dépendent toutes de la même rivière et lorsque les relations entre l'écologie du débit et l'ensemble de la communauté fluviale sont prises en compte, cela peut devenir très compliqué. Cette figure du bassin de la rivière Susquehanna aux États-Unis illustre en détail les liens entre la variabilité saisonnière du débit et les fonctions écologiques de la rivière. Les épisodes de débit sont en couleur bleu clair et ont pour but d'orienter les organismes de poissons à l'automne, d'affouiller la glace et de maintenir la collectivité des plaines inondables en hiver, de maintenir la morphologie du canal pendant les débits très élevés du printemps et de transporter la matière organique et de favoriser la croissance de la végétation et de maintenir la qualité de l'eau en été. Les fonctions de débit saisonnier orange et de faible débit en rouge peuvent être explorées en lisant le test associé aux puces colorées. Vous devez faire une pause dans la vidéo pour lire cette diapositive en détail et le rapport qu'il a décrit est également l'une des lectures requises pour cette unité. Nous sommes maintenant à la fin de l'unité 8.2 et les messages à retenir sont les suivants. Les organismes des rivières et des fleuves sont finement adaptés à la vie dans les eaux courantes ainsi qu'à la variabilité spatiale et temporelle des régimes d'écoulement. La variabilité spatiale du débit crée des habitats plus ou moins adaptés à des espèces spécifiques.
La variation saisonnière annuelle et interannuelle des niveaux de débit crée des habitats nécessaires à différents moments du cycle de vie de nombreuses espèces et assure la connectivité entre les habitats. La préservation des multiples composantes du régime de débit d'une rivière est nécessaire pour maintenir la fonction écologique et dissuader l'invasion des espèces exotiques. Merci et à la prochaine unité.